Bonjour. Les semi-conducteurs jouent un rôle essentiel dans le domaine de l'électronique moderne. Grâce à leurs propriétés uniques, divers composants électroniques ont pu être créés, comme les diodes, les transistors, les circuits intégrés. Comprendre les concepts de base des semi-conducteurs est essentiel pour comprendre le fonctionnement des composants électroniques et leurs applications. Dans cette vidéo, nous essayons de comprendre ce qu'est un semi-conducteur et d'expliquer la différence entre un semi-conducteur intrinsèque ou pur et un semi-conducteur extrinsèque. Ensuite, nous abordons les concepts du dopage de type N et de type P. Et enfin, nous étudions en détail la formation et le fonctionnement d'une jonction PN qui constitue la base des diodes et des transistors. L'appellation des matériaux semi-conducteurs provient de leurs propriétés de conductivité électrique. Lorsqu'on applique une tension aux bornes d'un corps, celui-ci peut être soit un conducteur, soit un isolant, soit un semi-conducteur. Les conducteurs sont des matériaux qui permettent aux électrons de se déplacer facilement. Les métaux tels que le cuivre et l'aluminium sont de bons exemples de conducteurs. En revanche, les isolants sont des matériaux qui empêchent le mouvement des électrons. Le plastique et le verre sont des exemples courants d'isolants. Entre les conducteurs et les isolants, on trouve les semi-conducteurs. Leur capacité à conduire l'électricité peut être modifiée en ajoutant des impuretés spécifiques, un processus appelé dopage. Une autre particularité importante qui sera expliquée plus loin est que cette conductivité dépend beaucoup de la température et augmente avec celle-ci. Les semi-conducteurs les plus couramment utilisés sont le silicium et le germanium. Pour comprendre comment un semi-conducteur peut passer d'un état isolant à un état conducteur, il est nécessaire d'avoir quelques notions de base de la théorie des atomes. Un atome est composé d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Ces électrons de charge négative se répartissent sur plusieurs couches électroniques autour du noyau atomique, conformément à la théorie de la chimie. Chaque couche électronique peut accueillir un nombre spécifique d'électrons en fonction des règles de remplissage des électrons. Prenons l'exemple de l'atome du cuivre qui est un bon conducteur. Le noyau de l'atome contient 29 protons de charge positive. Lorsque le cuivre est neutre, 29 électrons de charge négative gravitent autour du noyau. La première couche contient 2 électrons, la deuxième couche 8 électrons et la troisième couche 18 électrons. Il reste ainsi un seul électron dans la couche périphérique, appelée la couche de valence. Cet électron est relativement éloigné du noyau et peut se déplacer facilement lorsqu'il est soumis à une tension ou à un champ électrique externe. Le déplacement de ces électrons libres, c'est ce qui crée le courant électrique. En revanche, dans les atomes d'isolants, il n'y a pas d'électrons libres dans la couche de valence, car les électrons de cette couche sont fortement liés à l'atome et ne peuvent pas se déplacer facilement. C'est l'exemple du soufre. Un matériau semi-conducteur a la particularité de posséder 4 électrons dans la couche de valence. Le semi-conducteur le plus utilisé est le silicium. Pour illustrer non seulement un seul atome de silicium, mais une plaquette entière, nous simplifions la représentation en ne faisant apparaître que les noyaux et les électrons de valence. Ces atomes s'organisent entre eux de manière très régulière pour former un cristal semi-conducteur. Grâce à cette structure cristalline, chaque atome est entouré de 4 atomes voisins formant des liaisons covalentes. Ce partage d'électrons de valence permet à chaque atome de silicium de remplir sa couche externe avec un total de 8 électrons, ce qui lui confère la stabilité et la propriété d'un isolant parfait. Cependant, à partir d'une certaine température, l'agitation thermique provoque la rupture de quelques liaisons covalentes, permettant ainsi à quelques électrons de se déplacer librement dans le cristal, laissant derrière eux un emplacement vide appelé trou. Ce trou, qui peut être assimilé à une charge libre positive, va être comblé par un électron voisin et qui va à son tour laisser un trou. Ceci semble se déplacer dans le cristal dans des sens opposés, créant un courant électrique qui sera la somme des deux flux, celui des électrons dans un sens et celui des trous dans l'autre sens. Trous et électrons libres sont appelés aussi porteurs de charge car ils transportent une charge d'un endroit à un autre.
Il faut noter que le courant créé reste faible. Et pour faire augmenter le courant, il faut augmenter le nombre de porteurs de charge. Ceci peut être fait en dopant le semi-conducteur. Le dopage est l'action qui consiste à rendre un semi-conducteur extrinsèque. C'est donc un processus par lequel des impuretés sont introduites volontairement dans un semi-conducteur, créant ainsi des porteurs de charge supplémentaires. On donne le nom d'impureté aux atomes étrangers introduits dans la maille cristalline. Il existe deux types de dopage, dopage N et dopage P. Le dopage N consiste à ajouter au semi-conducteur des atomes possédant 5 électrons dans la couche de valence, tels que l'arsenic, le phosphore et l'antimoine. Lorsque ces atomes sont incorporés dans la structure cristalline du semi-conducteur, 4 de leurs électrons participent à la formation des liaisons covalentes avec les atomes de silicium voisins, et un électron va se retrouver libre. Quant à l'arsenic qui se voit privé d'un de ses électrons, il devient un ion positif. On garde une représentation du semi-conducteur de type N ne faisant apparaître que les ions positifs et les électrons libres. Passons maintenant au dopage P. Il s'agit d'ajouter au semi-conducteur des atomes possédant seulement 3 électrons dans la couche de valence, tels que le bore, l'aluminium et le gallium. Lorsque ces atomes de dopage P sont incorporés dans la structure cristalline du semi-conducteur, ces 3 électrons participent à la formation des liaisons covalentes avec les atomes de silicium voisins. Cependant, chaque atome de dopage P crée un trou qui reste libre entre le dopant et les 4 voisins du silicium. Un électron de la couche de valence passe facilement au niveau de ce trou. Le dopant se charge alors négativement et devient un ion négatif. Maintenant qu'on a expliqué les semi-conducteurs de type N et les semi-conducteurs de type P, nous allons passer à la formation de la jonction Pn qui est à la base de la plupart des composants électroniques, en particulier les diodes et les transistors. En associant un semi-conducteur dopé-N et un semi-conducteur dopé-P, on forme une jonction. C'est la surface de contact située entre les deux semi-conducteurs dopés différemment. Bien qu'au départ chacun des deux semi-conducteurs soit électriquement neutre, c'est-à-dire le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives, la mise en contact des deux parties induit un phénomène de migration de porteurs majoritaires de part et d'autre de la jonction. Des trous de la région P diffusent vers la région N, pendant que des électrons de la région N diffusent vers la région P. Il y a de nombreuses recombinaisons, ce qui provoque l'apparition au niveau de la jonction d'une zone dépeuplée de porteurs mobiles et contenant uniquement des ions fixes. Cette zone est appelée zone de déplétion ou de transition ou encore zone de charge d'espace. Les ions fixes positifs du côté N et négatifs du côté P créent alors un champ électrique interne qui s'oppose à la diffusion des porteurs majoritaires, ce qui conduit à un état d'équilibre. Ce champ électrique génère également une différence de potentiel entre la région N et la région P, appelée barrière de potentiel. Cette barrière s'oppose à la diffusion des charges libres éloignées de la jonction. C'est cette structure interne très particulière qui fait de cette jonction un des composants de base essentiels de l'électronique qui est la diode. Nous allons étudier dans les vidéos qui suivent le fonctionnement de cette diode placée dans un circuit électrique. À très bientôt.